Si vous étiez pris au piège dans les bois et qu'une famille de cannibales meurtriers vous pourchassait, que feriez-vous? Personne ne viendra vous sauver. Je vais donc vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre les cannibales assoiffés de sang dans Détour mortel 2. Cette fille est sur le point d'être brutalement massacrée. Kimberly est en train de conduire pour se rendre sur le tournage de l'émission de télé-réalité à laquelle elle participe. Quand elle tombe sur une intersection, la jeune femme ne sait pas quelle direction prendre et décide de se diriger vers une usine de papier, sans se douter qu'il s'agit là de sa plus grosse erreur. Elle tente de parler à son agent au téléphone mais se rend compte qu'elle ne capte plus et elle percute soudain quelqu'un qui traverse la route en trombe. Paniquée, Kimberly freine et sort en courant de sa voiture pour aller voir l'étranger, sans savoir quoi faire. Elle ne peut pas téléphoner et il n'y a personne aux alentours pour l'aider. La jeune femme rassure l'étranger et lui dit qu'il va s'en sortir, mais il se soulève et lui mord le visage. Terrifiée, elle tente de courir jusqu'à sa voiture, mais un homme l'arrête et retient Kimberly. Elle ne peut rien faire pour s'en sortir. Et bientôt, ces meurtriers vont traquer 9 autres victimes dans ces bois. Ça en fait donc une de moins, et il en reste 9. Pendant ce temps, le directeur des prises de vue de l'émission fait le point avec les autres acteurs. Mais ils ne comprennent pas pourquoi quelqu'un voudrait regarder un truc pareil. L'homme explique qu'il s'agit d'une compétition de télé-réalité se déroulant après l'apocalypse. Et il insiste sur le fait que tout le monde va adorer, mais qu'ils ne peuvent pas tourner avant que la 6e concurrente ne se présente. C'est alors que les techniciens sortent des bois et lui annoncent que tout a été mis en place. Soulagé, le directeur insiste pour qu'il s'assure de l'approbation du directeur de la photographie. Mais les membres de l'équipe sont partis et ont déjà quitté le plateau. Nerveux, le directeur s'adresse à la productrice Mara et lui demande où se trouve la 6e candidate. Mais les nouvelles sont mauvaises. Kimberly n'est pas joignable et ce marine, le colonel Dale, insiste sur le fait qu'il faut régler ça tout de suite. Son petit ami convainc alors Mara de prendre la place de la candidate manquante et elle accepte. Mais ce sera sa plus grosse erreur. Sur ce, l'émission commence et le marine explique que les joueurs seront divisés en 3 équipes avant d'être envoyés dans la forêt. Mais il y a un piège. Ils recevront chacun une carte d'élimination des radiations. Mais l'une d'entre elles est spéciale, et celui qui la détiendra à la fin de la journée sera disqualifié. Il y a aussi ces dispositifs disséminés dans la forêt qui représentent toutes sortes de menaces, allant de monstres mutants à des maladies, qui pimenteront le défi de survie des participants. S'ils réussissent le défi, ils pourront échanger la carte de radiation avec n'importe qui d'autre, et la dernière personne debout gagnera 10 000 $. Tout le monde veut gagner le prix, mais ils ne se doutent pas que cette forêt est un piège mortel. Les joueurs mettent leur téléphone portable dans une boîte et ce caméraman les emmène dans le camping-car. Quand les 3 équipes quittent la zone de sécurité, elles prennent des directions différentes. Mais la première victime a déjà été trouvée. Sur le chemin du retour vers le camping-car, ce type est en train de faire pipi dans les bois, quand un homme s'approche soudain de lui et lui tranche la gorge. C'est une façon brutale de tuer quelqu'un, et ça fait déjà 2 victimes, et il en reste 8 à abattre. Pendant ce temps, le marine finit d'installer un accessoire et retourne à son quad. Mais quand il monte dessus, l'homme se rend compte que quelque chose ne va pas. Les roues ont été endommagées par des flèches, et il entend un bruit sec. Le chasseur qui a crevé ses roues ne doit pas être loin. Il va voir ce qui a fait ce bruit et découvre qu'un des accessoires a été cassé. Furieux, le soldat exige que le coupable sorte de sa cachette. Quand des flèches jaillissent soudain de nulle part, l'homme n'a pas d'autre choix que de s'enfuir. Il s'abrite derrière un arbre quand une hache se loge juste à côté de sa tête et il aperçoit au loin un étranger mutant. L'homme lance immédiatement son couteau sur le chasseur, mais celui-ci l'écarte d'un revers de main et le marine est assommé par un autre mutant. Dans une autre partie de la forêt, Amber trouve une flèche et s'en sert pour fabriquer une lance afin de se protéger. Mais alors qu'ils poursuivent leur chemin, elle se rend compte que quelque chose ne va pas. Ils n'ont vu ni entendu aucun animal depuis leur arrivée dans la forêt. Son partenaire en profite pour la draguer, mais il ne comprend pas que soit il n'y a pas d'animaux ici, soit c'est qu'ils ont été effrayés par une autre créature qui suit les candidats depuis 3 heures. Dans une autre équipe, ces 2 filles se dirigent à travers les bois et la productrice marche sur un fil qui active un dispositif. Frustrée, elle sort la carte du défi et les filles apprennent qu'elles ont 2 minutes pour trouver une dragonne près de la rivière. Faute de quoi, elles seront disqualifiées. Les joueuses dévalent la colline aussi vite qu'elles le peuvent et regardent autour d'elles, quand la productrice aperçoit un accessoire accroché à un tronc d'arbre. Elle rampe sur l'arbre tombé, déterminée à l'attraper. Mais juste au moment où elle parvient à l'atteindre, la femme tombe dans la rivière et doit remonter sur la terre ferme. La femme insère la carte dans l'appareil juste avant la fin du temps imparti, et elle remporte le défi. L'équipe n'a pas été disqualifiée, mais ces personnes vont bientôt être tuées par les mutants. Ok, malheureusement, les 2 premières victimes n'auraient pas pu faire grand-chose pour éviter leur sort.
Kimberly aurait évidemment dû faire plus attention à la route, et il aurait été judicieux qu'elle dispose d'une trousse de premier secours et d'un spray au poivre. Mais ces deux types voulaient l'attraper et sont manifestement surhumains. On ne se relève pas comme si de rien n'était après avoir été frappé aussi violemment par une voiture, et on ne décide pas de mordre à pleines dents le visage d'une personne. Elle était déjà condamnée à la seconde où elle a heurté le super monstre avec sa voiture. Quant à notre technicien, il ne pouvait clairement pas savoir qu'il était sur le point de se faire trancher la gorge. Cela dit, les membres de ce groupe n'ont aucune idée du fait qu'ils vont bientôt devoir travailler ensemble s'ils veulent survivre. Si c'était moi et que je dirigeais le jeu, tout le monde aurait un sifflet pour pouvoir communiquer avec nous, ainsi qu'un plan d'urgence. Comme ça, si les caméras tombaient en panne ou que les joueurs étaient en difficulté, ils pourraient faire savoir à la base où ils se trouvent. Je mettrais en place un signal spécifique en réponse à un signal SOS. Pour ce faire, il suffirait de donner un coup de sifflet selon un schéma convenu. De cette façon, si un arbre tombe sur quelqu'un et que sa caméra se casse, nous pourrions toujours le retrouver et l'emmener à l'hôpital. Ils auraient également dû repérer un meilleur endroit pour faire ce tournage. Ils ne le savent pas encore, mais c'est le pire endroit qu'ils auraient pu choisir pour faire cette émission de télé-réalité. Et la décision de la faire ici va entraîner la mort de la plupart d'entre eux. Le Marine aurait dû être plus attentif. Comme nous le verrons, ces types ne sont pas vraiment furtifs, et lui, c'est un militaire entraîné. Quand il y a un chasseur, il y en a généralement au moins un autre, parce que la chasse se pratique presque toujours en petits groupes. Il aurait dû s'attendre à ce que l'homme à l'arc ait au moins un compagnon difforme qui gardait un œil sur lui pendant qu'il s'échappait. S'il avait été plus attentif et s'il avait lutté contre la vision en tunnel qui accompagne toute situation dangereuse, il aurait pu sauver beaucoup plus de personnes, et tous ceux qui sont actuellement en vie auraient eu une chance de s'en sortir. De même, Amber aurait dû être en état d'alerte après avoir trouvé cette flèche dans les bois. Elle aurait dû se demander qui venait ici pour chasser à l'arc et ceux qui le chassaient, étant donné que la forêt semble sans vie. Bien que cette flèche ne permette pas de tirer des conclusions définitives pour l'instant, elle deviendra un indice important plus tard, et aurait dû être un signe avant-coureur que quelque chose ne tournait pas rond. Pendant ce temps, le directeur commence à filmer l'athlète Jake et sa coéquipière Elena. Et la jeune fille commence à se déshabiller. Elle se jette dans la rivière, mais l'autre concurrent est confus et exige de savoir ce qui se passe. Frustré, le directeur lui dit qu'il essaie de filmer quelque chose d'excitant pour le public à la maison. Mais Jake refuse de le faire. Il s'en va dégoûté, sans se douter que quelqu'un les a observés pendant tout ce temps. C'est alors que l'autre équipe passe par là, et Mara est horrifiée de voir Elena enlever le pantalon de son petit ami sans qu'il n'oppose aucune résistance. Il la trompe manifestement, et elle s'effondre, choquée qu'il ait pu lui faire ça. Sa coéquipière tente de la réconforter, en insistant sur le fait qu'elle devrait aller se venger. Mais la jeune fille refuse. Elle ne veut pas être aussi violente qu'Elena, et sa coéquipière s'en va, offensée par ce qu'elle vient de dire. Dans une autre partie de la forêt, l'équipe arrive dans un campement où une brochette de viande a été laissée en train de cuire. Et ça sent délicieusement bon. Jonesy est ravi d'avoir enfin quelque chose à manger, et Amber insiste sur le fait qu'il ne devrait pas voler les chasseurs. Mais il fait remarquer que s'il partage la nourriture avec les autres, les joueurs ne les excluront pas de l'émission. Ça semble être un bon plan, et étant d'accord avec lui, la jeune femme lui lance un chiffon pour qu'il puisse transporter la viande jusqu'à la zone de sécurité. Pendant ce temps, le Marine se réveille suspendu dans les airs et les mains liées. Il a été capturé. C'est alors que ce mutant apparaît tout à coup, harcelant l'homme et poignardant le soldat. Personne ne vient le sauver, mais il va bientôt prouver qu'il est la personne la plus dangereuse de toute la forêt. Dans une autre partie de la forêt, Mara dit à sa coéquipière qu'elle va appeler les techniciens pour qu'ils viennent les chercher. Et elle trouve une maison d'où appeler. Mais quand les concurrentes entrent à l'intérieur, elle constate qu'il n'y a personne. C'est plutôt étrange, et la jeune femme cherche un téléphone tout autour d'elle. Mais alors qu'elle fouille la chambre, Mara découvre quelque chose d'horrible. Sa coéquipière entre, exigeant de savoir ce qui lui prend autant de temps. Elle remarque que des photos d'une famille hideusement déformée se trouvent sur le miroir. Tout à coup, elles entendent une femme gémir de douleur et un groupe de personnes entre dans le bâtiment. Les coéquipières regardent par la porte et sont dégoûtées de voir une mutante en train d'accoucher. C'est choquant à regarder, mais un des membres de la famille aperçoit les candidates et hurle de colère. Les filles retournent rapidement dans la chambre en refermant la porte derrière elles. Mara court chercher dans une boîte à outils et lance un ciseau à bois à sa partenaire. Nina s'en sert pour bloquer la porte et comme il n'y a pas de temps à perdre, elle cherche une autre issue. Mais il y a un problème. Toutes les fenêtres sont bloquées et les mutants essaient d'entrer de force. Agissant rapidement, les survivantes poussent le lit contre la porte et découvrent des toilettes rustiques qui, selon elles, devraient passer sous la maison, ce qui leur permettrait de s'échapper. Les filles commencent à arracher les lattes du plancher, sautant au sol quelques instants seulement avant que les mutants ne les attrapent. Les survivantes s'échappent rapidement de la cabane et courent pour sauver leur vie. Mais l'une d'entre elles n'est pas assez rapide, et une hache sort subitement de nulle part et frappe la productrice à la tête, la tuant sur le coup.
Elle tombe sur le sol, morte. Et ça fait 3 victimes, et il en reste 7. Terrifiée, Nina continue de courir dans la forêt, mais elle s'arrête pour enlever sa caméra. Elle implore de l'aide en espérant qu'un technicien regardera les images, quand elle entend quelqu'un marcher vers elle. Au loin, ce mutant traque la femme et trouve sa caméra au sol. L'homme ne se doute pas qu'elle se cache derrière un tronc d'arbre. Il est à 2 doigts de la découvrir quand il entend tout à coup un pick-up klaxonner. Le mutant se rend compte que les membres de sa famille l'attendent, et il s'en va rapidement les rejoindre. Nina, elle, a beaucoup de chance, et elle quitte sa cachette, bien décidée à s'échapper de cette forêt. Pendant ce temps, le directeur termine sa petite affaire avec Elena et retourne au camping-car pour vérifier les images, laissant la jeune femme au bord de la rivière. Elle s'allonge pour bronzer quand elle entend des bruits au loin, et elle pense qu'il s'agit des autres candidats. Mais c'est là sa plus grosse erreur. Tout à coup, un mutant sort des bois et se précipite sur Elena, qui ne peut bien sûr rien faire pour éviter d'être sauvagement assassinée. Et ça fait 4 victimes, et il en reste 6 à abattre. Ok, je sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, je préférerais mourir de faim plutôt que de manger de la viande mystérieuse au milieu des bois. Il aurait dû se rendre compte que, comme il n'y a pas de gibier dans toute la forêt, le fait que quelqu'un fasse cuire de la viande dans ces bois est vraiment suspect. Le pire, c'est qu'il ne remarque le tatouage qu'après avoir mangé beaucoup de viande. Ils auraient également pu ramener les grillades au camp de base et demander au concepteur si ça fait bien partie du jeu. Et si c'est pas le cas, il vaudrait peut-être mieux le ramener pour ne pas contrarier un chasseur. S'ils avaient pris le temps d'observer de plus près, il n'aurait pas été difficile de s'en apercevoir, et ils auraient pu éviter leur acte de cannibalisme accidentel. Cela dit, ces autres candidats auraient dû se rendre compte qu'entrer sans invitation dans une cabane abandonnée au milieu de nulle part était aussi une mauvaise idée. Mais Mara n'a pas du tout réfléchi. Il suffit de regarder cet endroit pour comprendre qu'il n'y a pas d'électricité. Donc les chances de trouver un téléphone en état de marche ici sont aussi élevées que d'en trouver un sous un rocher. Ces femmes sont coincées dans la cabane pendant que les membres de la famille meurtrière mettent au monde un bébé. Et si elles ne font pas attention, la première chose que le bébé verra, c'est vous en train d'être tué et mangé. Bien qu'il soit dans la nature humaine de ne pas pouvoir détacher les yeux d'un spectacle, jeter un coup d'œil par la porte était la chose la plus stupide qu'elles pouvaient faire. Si elles avaient tranquillement cherché une sortie en utilisant les cris pour couvrir leurs mouvements, elles auraient peut-être pu passer entre les mailles du filet sans se faire repérer. Et à défaut, elles auraient aussi pu mettre le feu à la maison et donner aux cannibales de quoi s'inquiéter vraiment. Ça peut sembler extrême, mais c'est aussi le cas de leur réaction quand ils les aperçoivent. Il est clair que ces mutants veulent du sang, alors je ferai tout ce qu'il faut pour pouvoir gagner du temps. Dans une autre partie de la forêt, les autres membres de la famille se garent devant la cabane, et le marine les voit retirer le corps de la productrice du capot de la voiture et le jeter par terre. Ils remontent dans leur véhicule, laissant la fille se faire dépecer, et le cannibale s'approche du marine pour l'abattre à son tour. Agissant rapidement, il frappe la créature en plein dans son entrejambe, ramasse son couteau tombé par terre et l'utilise pour couper les cordes. Le soldat atterrit sur le sol et se défend rapidement quand le mutant l'attaque. Il parvient à prendre le dessus en repoussant l'étranger et en l'envoyant à terre. Sans perdre de temps, le marine coupe les liens autour de ses poignets, mais le cannibale se précipite à nouveau sur lui et le fait tomber au sol. Le mutant saisit un fusil de chasse et tente de lui tirer dessus, mais c'est sa plus grosse erreur. Le soldat s'empare de l'arme, l'arrache de ses mains et tire sur la créature en pleine poitrine. Le cannibale est projeté dans la rivière derrière eux et le survivant retourne voir la productrice. Mais il se rend vite compte qu'elle est déjà morte. Il prend son porte-clés et Dale part à la recherche des autres. Mais bientôt, il devra se battre pour sa vie afin de pouvoir s'échapper de cette forêt. De retour au camping-car, le directeur entre dans le véhicule pour vérifier les images. Mais quand il regarde le flux, celui-ci commence à se couper. Frustré, l'homme inspecte les câbles pour s'assurer qu'il n'y a rien d'anormal. Mais c'est alors que le camping-car s'éloigne brusquement et s'enfonce dans la forêt. Il va confronter le conducteur en pensant que son collègue se trouve dans le véhicule et réalise trop tard que les mutants ont détourné le véhicule. Avant qu'il ne puisse réagir, l'un d'entre eux l'attrape par le cou et le met KO avant de lui planter une flèche dans la poitrine. Pendant ce temps, les survivants mangent la viande qu'ils ont trouvée et passent le temps en discutant entre eux. Mais Nina arrive tout à coup en courant et s'effondre sur le sol. Inquiet, le groupe va la voir et la femme les avertit que son partenaire a été assassiné par une famille de mutants. Ils doivent partir d'ici tout de suite, sinon ils seront les prochains. Mais John C. ne la croit pas. Il leur rappelle que cette émission se déroule après l'apocalypse, et il pense que tout le monde panique pour de simples effets spéciaux. C'est alors qu'Amber remarque quelque chose d'horrible. Il y a un tatouage sur la viande cuite au barbecue, et ils se souviennent tous que la candidate qui a disparu en avait un sur la jambe. Ils ont mangé de la chair humaine pendant tout ce temps, et le groupe s'enfuit, terrifié à l'idée que les cannibales viennent les tuer à leur tour. Ils se dirigent vers le camping-car, mais en chemin, Nina marche sur une planche à clous qui lui transperce le pied.
L'athlète, Jake, s'occupe d'elle et il dit aux autres de continuer sans eux. Il fait de son mieux pour s'assurer qu'elle puisse continuer, mais ils vont bientôt vivre l'expérience la plus horrible qui soit. Ok, ce type est un idiot. L'absence de réaction de ses amis et le fait que le camping-car soit parti alors qu'il était encore branché auraient dû mettre en évidence que quelque chose s'était terriblement mal passé. J'aurais pas eu besoin de savoir exactement ce qui se passait pour savoir que je devais partir pendant que je le pouvais encore. Si c'était moi, à sa place, j'irais dans la partie à l'arrière et j'ouvrirais une fenêtre. Pendant que le camping-car prend de la vitesse, il devrait être encore possible de sauter et de rouler sur le sol en toute sécurité. S'il s'était enfui pendant qu'il le pouvait encore, et même s'il n'avait compris ce qui se passait que beaucoup plus tard, il serait peut-être encore en vie. Maintenant, dans les bois, la meilleure stratégie quand on combat un groupe plus nombreux que soi est de se séparer afin de diviser l'ennemi en groupes, plus facile à gérer quand il nous pourchassera. Pour l'instant, en restant ensemble, les candidats font en sorte qu'il soit facile de les tuer, ce qui revient à faire le travail des hobos meurtriers à leur place. Si c'était moi à la place de Jake, je ramènerais Nina au camp. Elle est petite et prendre le temps de soigner ses blessures serait plus sûr au camp. Bien que ça semble être une petite chose, ces décisions ont d'énormes ramifications sur la capacité du groupe à se défendre. Une chose qu'ils auraient également dû faire en chemin est de commencer à fabriquer des armes avec les rochers et les branches qui se trouvaient sur le chemin. Même s'il n'est pas idéal dans une situation comme celle-ci, un bon bâton décent devrait être facile à fabriquer. Ça ne nécessite pas d'équipement spécial et ça peut être utilisé efficacement sans trop d'habileté. Et si vous attachez une pierre pointue à l'extrémité, vous disposez même d'une lance. Dans une autre partie de la forêt, un homme entre dans sa maison sans se douter que le marine surveille ses moindres faits et gestes. Le soldat se faufile derrière l'étranger et le tient en joue, exigeant de savoir où se trouve sa trousse de premier secours. Après s'être recousu, le marine examine la pièce et remarque qu'il y a des bâtons de dynamite et des signes indiquant que l'étranger est ici depuis bien longtemps. Curieux, il lui demande ce qui ne va pas avec les cannibales. Et l'homme lui révèle qu'il y a des années, des produits chimiques toxiques se sont déversés dans la rivière. Ça a tué toute la faune et la flore. Et une famille qui vivait ici a commencé à donner naissance à des mutants surhumains. L'histoire est horrible, et le marine s'apprête à partir quand l'étranger révèle que les mutants sont ses enfants. Il attaque le soldat et les deux hommes se battent, mais le marine le domine rapidement. Dale allume un bâton de dynamite, le glisse dans la veste de l'homme et s'enfuit de la cabane. Le vieil homme le poursuit, déterminé à l'abattre. Mais il se rend compte trop tard qu'il s'agit d'un piège. Il est pulvérisé par la dynamite et le soldat retourne dans la maison pour récupérer tout ce dont il a besoin pour massacrer les cannibales assoiffés de sang. Pendant ce temps, ces deux survivants reviennent à la clairière et constatent que le camping-car a disparu. Les autres les rattrapent et voyant qu'ils n'ont pas de moyen de transport pour sortir d'ici, Nina suggère qu'ils aillent à l'usine de papier toute proche. Il y aura peut-être un téléphone, mais Jonesy fait remarquer que c'est un plan stupide puisqu'elle a été abandonnée. Amber s'approche de lui et il recule, mais il trébuche, tombe au sol et voit un piège à ours. Terrifié, il rappelle aux autres qu'aucun animal ne vit dans cette forêt, et Nina arrache un morceau de vêtement et réalise enfin que les cannibales chassent des humains. Ne perdant pas de temps, les survivants se dirigent vers l'usine, mais en chemin, ils voient un mutant attaquer une femme. L'athlète pense qu'il s'agit d'Elena, à cause des cheveux, et il court affronter la créature. Mais c'est sa plus grosse erreur. La femme arrache ses cheveux, révélant qu'elle est la sœur du mutant. Et Nina hurle de terreur, abandonnant les autres survivants. Les concurrents restants se battent contre les cannibales, et Amber parvient à envoyer l'un d'entre eux directement contre un rocher, lui brisant la nuque. L'athlète jette sa sœur à terre et le groupe quitte la clairière en courant. Mais quand ils se retournent, les survivants voient le frère et la sœur se relever. Ces créatures sont inarrêtables, et le groupe n'a d'autre choix que de continuer à avancer, en espérant qu'ils réussiront à s'échapper. Les survivants sprintent à travers les bois, terrifiés à l'idée d'être rattrapés, et l'athlète dit aux autres de se diriger vers la vieille usine, pendant que lui va chercher leur ami disparu. Séparé de l'équipe, Jake entend Nina crier à l'aide, et il découvre qu'elle est coincée dans un trou. Il tend son bras et elle parvient à s'y agripper, mais le poids de son corps le tire vers le bas, lui déboîtant l'épaule. C'est extrêmement douloureux, mais il est déterminé à la sauver et la tire de toutes ses forces vers l'extérieur. S'apercevant qu'il est blessé, la jeune fille l'aide à remettre son bras en place et lui demande où sont les autres. Il lui répond que leurs amis se rendent à la vieille usine, mais ils entendent alors un camion approcher au loin et réalisent que les cannibales sont à leur recherche. Les concurrents poursuivent leur chemin dans les bois et se retrouvent sur une falaise surplombant une rivière. Il n'y a aucun moyen d'aller plus loin, et pour aggraver les choses, ils entendent un coup de feu. En se retournant, ils voient une mutante pointer son arme sur eux. Il n'y a qu'un seul moyen de survivre, et Jake prend la femme par la main avant de sauter dans l'eau. Il a sauvé leur vie à tous les deux à la dernière seconde, mais leurs amis ne vont peut-être pas avoir la même chance. Ok. Essayer de partir n'était pas la bonne solution.
Je comprends la tentation de sortir d'ici et de s'enfuir, mais à ce stade, ça fera que vous disperser davantage et vous rendre plus vulnérable. Il serait bien plus judicieux de partir sous le couvert de la nuit et d'espérer retrouver le plus grand nombre possible d'amis disparus dans l'intervalle. S'il peut sembler risqué de rester sur place, il y a en fait beaucoup de choses qu'on peut faire pour renforcer ses positions pendant ce laps de temps et tirer le meilleur parti de cette stratégie. Si c'était moi, j'utiliserais les branches arrachées et une pelle pour construire des murs improvisés autour du camp. Il vous suffit de construire 2 rangées de murs avec le bois que vous avez sous la main et de remplir le centre avec de la terre. La terre peut même provenir d'une tranchée creusée autour du camp. Il n'est pas nécessaire de monter un fort de 3 étages pour pouvoir survivre. Une enceinte à hauteur de la taille et une largeur de 30 cm sont largement suffisants. Avec seulement quelques bâtons aiguisés, vous aurez des armes. Et maintenant, pour qu'ils vous atteignent, ils devront traverser une tranchée et franchir un mur, ce qui vous donnera l'occasion de frapper quand ils seront vulnérables. Ça nous permettra également de nous cacher pour éviter leurs flèches, et ça les obligera à venir à nous. Nous avons transformé le contexte de l'interaction en guerre de siège de leur côté. Et la guerre de siège, c'est toujours pénible pour l'attaquant. Une fois la nuit tombée, on pourrait même mettre le feu à la forêt pour donner aux pecnos de quoi s'inquiéter. Puis, on pourrait s'enfuir dans la direction opposée. Bien que Jake ait été admirable en aidant sa coéquipière à remonter, il aurait dû garder ses limites à l'esprit et penser de manière plus stratégique. Il s'est gravement handicapé, parce qu'il n'a pas été assez créatif pour trouver les solutions intelligentes qui l'entouraient. Il n'a même pas essayé de trouver une autre solution. Et il n'avait pas vraiment besoin de se précipiter puisque, d'après ce que j'ai pu voir, il n'était pas activement recherché à ce moment-là. Jake avait tout ce qu'il lui fallait pour la faire sortir sans avoir besoin de se déboîter l'épaule en cours de route. Il aurait pu prendre un peu de temps et utiliser sa chemise pour faire une corde et pouvoir la tirer vers le haut à partir d'une position plus sûre. Ou alors il aurait pu l'attacher à un arbre pour qu'elle puisse s'en servir pour ressortir. Et si aucune de ces solutions ne fonctionnait, il aurait pu déchirer sa chemise en lanière et fabriquer une simple échelle avec les branches des arbres à proximité. Et elle aurait pu sortir sans problème. Les 2 autres survivants courent dans les bois quand une flèche se plante tout à coup dans un arbre. Ils ont été repérés et les coéquipiers continuent d'avancer. Mais alors qu'il traverse une clairière, l'homme tombe dans un piège. Soudain, il est soulevé dans les airs et supplie sa coéquipier de l'aider. La femme essaie de défaire la corde, mais peu importe ce qu'elle fait, le nœud ne bouge pas. En regardant autour d'elle, elle aperçoit une hache au sol et se précipite pour la prendre. Mais dès qu'elle la saisit, Amber est projetée dans les airs. Ils sont tous les 2 tombés dans un piège et les survivants sont faits comme des rats alors que les cannibales les rattrapent. Le mutant le plus âgé donne l'arc à son fils, et celui-ci vise, puis tire une flèche directement dans la tête des concurrents. C'est une façon brutale de mourir, et ça fait 6 victimes à terre, et il en reste 4 à abattre. Du côté de la rivière, les 2 autres candidats sortent de l'eau et continuent à marcher dans la forêt. Arrivés à l'usine, ils entrent et constatent que tout est sombre, et qu'il n'y a aucun signe de vie. Ils ne savent pas que les autres sont morts, et l'athlète sort une lampe de poche de sa chaussette pour qu'ils puissent regarder ce qu'il y a autour d'eux. Ils montent à l'étage et trouvent le bureau du manager, mais leurs amis ne sont pas là, et le téléphone ne fonctionne pas. La femme continue à chercher s'il y a quelque chose d'utile, mais quand elle ouvre un casier, elle découvre un cadavre à l'intérieur. C'est vraiment choquant, mais ils entendent soudain des pneus crisser au loin et réalisent que les mutants viennent par ici. Nina tente de s'enfuir, mais l'homme insiste pour qu'il ne parte pas avant d'avoir retrouvé les autres. À contre-cœur, elle se range à son avis, et ils quittent le bureau à la recherche des derniers survivants. Ils arrivent sur ce balcon et constatent que plusieurs voitures sont garées, dont le camping-car de la prod. C'est alors qu'ils entendent le directeur crier à l'aide depuis l'intérieur. Ne perdant pas de temps, les survivants se dirigent vers le camping-car et Jake prend une clé à molette pour se protéger. Il entre à l'intérieur, mais étrangement, il n'y trouve personne. L'ordinateur transmettait simplement les images du directeur en direct. Et Jake assiste choqué à la décision des cannibales de l'achever une fois pour toutes. Ce qui fait 7 victimes, et il en reste 3. Terrifié, l'athlète prévient Nina qu'ils doivent sortir de là, mais quand il se retourne, il tombe nez à nez avec un mutant. Celui-ci le projette hors du camping-car et l'assomme instantanément. La fille a déjà été capturée, et les créatures traînent l'homme avec elle, sans se douter que le marine a un plan pour les tuer. Cette nuit-là, Nina se réveille et se rend compte qu'elle est attachée à une chaise, tandis que Jake a été suspendu. Ils sont retenus prisonniers, et la famille de cannibales est assise à la table du dîner, servant la viande de leurs victimes qu'ils ont dépecées. C'est horrible, et Nina hurle de colère contre l'un d'entre eux, ce qui le rend furieux. Il se lève, remplit la bouche de la femme de nourriture, et la fille la recrache, sachant pertinemment qu'il s'agit de chair humaine. C'est une expérience traumatisante.
Mais bientôt, notre Nina se vengera. Dans le couloir, le soldat se faufile dans l'usine et il entend l'athlète implorer de l'aide. Mais alors qu'il avance silencieusement, une alarme se met soudain à sonner. L'homme se rend compte qu'il a activé un des accessoires de cinéma et le son met immédiatement la famille en alerte. Ils se lèvent de leur chaise, prennent leurs armes et partent à la recherche de l'intrus. Mais quand ils quittent la salle à manger, l'homme n'est plus en vue. Les frères et sœurs mutants cherchent le soldat dans le garage et quand ils découvrent des traces de sang frais, ils décident de les suivre. Ils constatent qu'elles mènent au camping-car et la sœur se rend compte que les taches de sang ne s'arrêtent pas là. Ils continuent à traquer le soldat sans se douter qu'il s'agit d'un piège. Saisissant l'occasion, Dale tire une flèche de dynamite directement dans le dos du frère. Et les frangins sont tellement surpris qu'ils ne parviennent pas à l'arracher. Ils explosent en 1000 morceaux. Et comme il ne reste plus que 2 mutants en vie, le Marine part à la rescousse des derniers candidats. Il arrive dans la salle à manger et aide la fille à dégager ses mains de la chaise. Elle parvient à se dégager du fil barbelé et il aide la survivante à se relever. Le soldat lui dit de se diriger vers la sortie. Puis il va détacher Jake. Il libère l'homme de ses liens, mais au moment où il lui dit de suivre Nina, une flèche lui transperce la poitrine. Il n'y a aucune chance que Dale quitte cet endroit vivant. Et il presse Jake de sortir de là pendant que lui continue à distraire les mutants. Avec ses dernières forces, il s'approche de l'archer. Mais la femme du mutant entre dans la pièce en courant et lui jette une chaîne agrémentée de lames de rasoir autour de la gorge. La chaîne lui ouvre le cou. Et le Marine s'écroule sur le sol, mort. Ce qui fait 8 victimes, et il n'en reste que 2. Ok, voilà pourquoi ils auraient dû rester en groupe. Ils auraient dû déclencher 4 pièges avant de se retrouver dans la même position. Et ils auraient alors été 2 fois plus nombreux à combattre les mutants ici. Avec cette hache et leurs armes improvisées, ils auraient pu utiliser le couvert des arbres, tuer les créatures et rentrer au camp en un seul morceau. Maintenant, avec 2 d'entre eux dans les airs sans aucun outil pour couper leurs liens, et des archers qui essaient activement de leur tirer dessus, ça peut sembler sans espoir. Mais il y a en fait un moyen d'augmenter considérablement leurs chances de survie. Cet archer n'a pas une infinité de flèches, et même si les mutants peuvent en retrouver quelques-unes, une fois qu'ils n'en auront plus, le fait de les chercher nous laissera encore du temps. S'ils avaient continué à se balancer et utiliser leurs bras pour couvrir leurs points vitaux, comme un boxeur, ils auraient pu empêcher le fait de se prendre un coup mortel. Ils auraient même pu chronométrer le temps que met le monstre pour tirer la corde vers l'arrière pour savoir quand s'écarter de sa trajectoire. S'ils se prennent une flèche dans le bras pendant qu'ils se protègent, ça pourrait même être une bonne chose. Même si ça craint, c'est beaucoup mieux que de se faire tirer dessus n'importe où ailleurs. Et ils auraient ensuite quelque chose de pointu pour couper les cordes pendant que les monstres iront chercher d'autres flèches. Et quelque chose pour les poignarder une fois qu'ils seront redescendus par terre. Bien qu'une flèche ne puisse probablement pas tuer le mutant, s'il vise l'œil, ça pourrait rendre sa précision beaucoup plus difficile et créer une ouverture pour s'échapper. Maintenant, notre commando a fait du bon travail, jusqu'à ce qu'il trouve les captifs. Il a commis quelques erreurs tactiques importantes, et s'il avait été un peu plus intelligent, il aurait pu s'en sortir vivant. Il aurait dû s'attendre à ce que l'évasion de Nina soit bruyante, et l'organiser en conséquence. Elle a du fil barbelé enfoncé dans les poignets, et le retirer va lui faire mal. Mais il y a en fait un moyen d'utiliser ça à son avantage. S'il avait d'abord libéré le joueur de football et lui avait demandé de libérer Nina ensuite en utilisant ce couteau, il aurait pu couvrir les entrées en utilisant ses flèches explosives pour tuer les monstres quand ils auraient inévitablement entendu les cris qu'elle allait pousser et qu'ils seraient accourus. S'il les avait libérés dans le bon ordre et s'il avait tenu compte du bruit que ferait Nina, Dale aurait encore pu être en vie. Pendant ce temps, l'athlète se perd en cherchant la sortie et il se retrouve dans une pièce où se trouve une écorceuse industrielle. Tout à coup, la machine se met à tourner et quand il se retourne, il voit que les 2 cannibales l'ont trouvé. Le père frappe l'homme et le jette en direction du broyeur, déterminé à tuer l'athlète. Aucun d'entre eux ne sait que Nina a réussi à sortir, mais quand elle entend les cris terrifiés de Jake, elle décide de tout risquer pour sauver son ami. La jeune femme retourne à l'intérieur, assomme la mère mutante et saute rapidement sur le dos du père. L'homme se débat pour la repousser et briser son emprise, et la jeune femme le mord profondément dans le cou. C'est une distraction brutale, et il la jette au sol, hors de lui. L'athlète saisit alors l'occasion et attaque l'homme avant de le pousser vers le broyeur. C'est alors que la mère se réveille et frappe le survivant avec une masse, l'envoyant au sol. Agissant rapidement, elle commence à sauver la vie de son mari et le tire hors de l'écorceuse. Mais c'est là sa plus grosse erreur. Nina descend un levier et met en marche une machine qui envoie une grume droit sur le couple, les poussant directement dans la broyeuse. Les survivants les ont achevés, et une fois tous les cannibales morts, ils décident de quitter l'usine avec style. Mais en ayant appris une leçon précieuse. La Virginie, c'est un de cauchemar. Mais qu'en pensez-vous ?
Comment auriez-vous battu Détour Mortel 2? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!